Merci pour votre invitation et de m'avoir donné la possibilité de réfléchir à la question. Alors, dans l'intitulé, c'était déficit cognitif. Ça n'est pas ma spécialité. Je sais que ce matin, vous avez parlé de déficit important. Je crois que ça fait peut-être 20 ans que je n'ai pas vu de patient avec un déficit aussi important que le patient que vous avez présenté. Moi, je fais de la consultation de pédopsychiatrie générale. Par contre, ce qu'on voit régulièrement, ce sont des déficits légers et qui posent des questions différentes. Enfin, il y a un noyau commun autour de la question du déficit. Et bien sûr, les questions ne sont pas les mêmes quand il s'agit d'un enfant comme celui que vous avez eu ce matin et puis d'un enfant qui est subnormal à l'école et que tout d'un coup, on diagnostique avec, entre guillemets, un déficit. Alors, ce que je ne vais pas vous faire, c'est une leçon de neuroanatomie, de neurophysiologie en lien avec tous les déficits cognitifs que l'on puisse imaginer, parce que c'est pas mon métier, c'est pas ma spécialité. Ce dont je veux vous parler, c'est une histoire qui m'est arrivée et qu'on parle, et je suis sûr que vous avez expérimenté déjà la même chose, sauf que quand on en parle en dehors du monde de la pédopsychiatrie, on nous prend un peu comme des cuculapralines gentils qui voulons voir que tout le monde est gentil et tout le monde est et qu'il y a des problèmes nulle part. Donc c'est un patient qui m'est adressé pour des difficultés scolaires, puisque c'est un motif de consultation hyper fréquent. Donc on fait un bilan et on trouve un QI à 70. Donc il était en CO2 et jusque-là, en fait, bon, il avait des difficultés scolaires importantes, mais sans plus. Et donc arrive le moment de rencontrer la famille et lui et de discuter de ça. Et donc, bon, je ne dis pas QI 70, etc., bien entendu, puisque en plus, et puis vous voyez déjà, on commence à mettre le doigt sur le point important, je dis QI 70. Vous avez tous déjà vu des QI mesurés, et vous avez tous expérimenté le choc que ça fait de voir le nombre qui tout d'un coup est un truc à une puissance symbolique considérable. Vous avez un patient avec ses difficultés, et tout d'un coup, bam, vous avez un nombre qui tranche comme ça. Eh bien, quelle est l'erreur de mesure du nombre? C'est une mesure. Normalement, toute mesure a une erreur de mesure. Quelle est l'erreur de mesure du QI? Eh bien, c'est une question hyper compliquée en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne la donne jamais. Aux parents, on ne donne jamais l'erreur de mesure. On ne donne jamais l'erreur de mesure. Alors qu'on la donnerait, ça simplifierait la vie. En fait, c'est une question très compliquée. Eh bien, figurez-vous qu'on ne la connaît pas vraiment, l'erreur de mesure du QI. Parce qu'en fait, il y a plein d'erreurs de mesure derrière le QI. Alors, il y en a une qui est évidente, c'est les fluctuations temporelles. C'est-à-dire qu'un enfant, en fonction du moment de la journée dans la semaine, il ne va pas être tout à fait pareil. Et puis voilà, donc il va y avoir une erreur de mesure. Il y a bien sûr la personne qui lui fait passer le test, parce que c'est standardisé, mais tout le monde sait que d'un psychologue à l'autre, on est susceptible de ne pas avoir la même mesure, naturellement, et que cette erreur interjuge, elle est très difficile à évaluer, parce que vous ne pouvez pas répliquer la mesure tout de suite. Si vous faites passer un QI, vous ne pouvez pas le faire passer le lendemain, parce qu'il y a un apprentissage. Vous savez, il faut attendre au moins 6 mois à 1 an pour le faire repasser, mais du coup, 6 mois et 1 an après, si vous avez une mesure différente, vous ne savez pas si c'est dû au psychologue ou au fait que l'enfant ait bougé. Donc il y a un vrai problème conceptuel sur la reproductibilité de la mesure du QI. Et puis vous avez une autre erreur de mesure qui est l'erreur d'échantillonnage, c'est que vous avez des cubes, vous avez des puzzles, etc., avec des sous-scores, etc., mais on aurait pu prendre autre chose que des cubes et que des puzzles. Et peut-être que l'enfant, il aurait répondu différemment à cette autre tâche. Alors cette erreur-là, on la connaît. L'erreur d'échantillonnage, on la connaît. Psychométriquement, elle est autour de 5 points, l'écart type. L'écart type, et donc plus ou moins 2 écarts types, ça fait 10 points. Donc déjà, rien que cette erreur de mesure, elle fait 10 points. Donc vous pouvez imaginer toutes les autres erreurs de mesure. En fait, mon petit patient, il avait 70, mais vraisemblablement, il devait avoir entre 50 et 90. Déjà, vous voyez,
Et je trouve qu'on devrait... alors quand on regarde dans le manuel des échelles de Wechsler, c'est marqué à demi-mot, mais il faut vraiment aller regarder dans le détail, et c'est pas marqué, ils disent pas exactement combien il y a, parce qu'effectivement, scientifiquement, on ne peut pas complètement la déterminer. L'article Wikipédia du QI en anglais, il est pas mal fait sur ce sujet. Donc, je vois ce petit patient, 70 de QI, et bon, alors il faut ce moment désagréable pour expliquer aux parents que ça va pas si mal, mais que c'est normal, compte tenu de nos examens, c'est compatible avec ces difficultés, et que ben, il n'y a pas besoin d'envisager une orientation vraiment, mais qu'il ne va peut-être pas falloir surcharger la barque, etc., s'adapter, etc. Alors je raconte tout ça, et je vois l'enfant qui me regarde, et après je lui parle tout seul, parce que je vois qu'il me regardait d'une drôle de façon, et en fait, il était touché par le fait que c'était difficile à dire, et que lui, il le savait en fait, qu'il avait des difficultés. Il savait que ça venait de lui, parce il voyait qu'il avait plus de mal à faire que ses camarades, et il voyait que ses parents étaient malheureux pour ça, et ça le rendait malheureux. Et il m'a raconté ça pendant 10 minutes, c'était d'une épaisseur humaine incroyable. Incroyable. De voir en CE2, comment je vois l'autre, ce qu'il attend de moi, moi ce que je suis, et je vois que c'est pas ça, et il est malheureux, mais alors que moi, en fait, je suis pas si mal que ça. Enfin, moi je vais bien, mais là il est bien. Il n'y aurait pas eu les gens autour de lui, finalement, il aurait été bien. Et bon, alors qu'on voit plein d'enfants avec un QI élevé, qui se pourrissent la vie pour plein de raisons, et leur vie va pas bien du tout, et du coup, on se dit, mais alors, finalement, si ça se trouve, il peut très bien avoir une vie extraordinaire sous tous les angles. Sous tous les angles. Et d'ailleurs, j'ai 2 patients hyperactifs, voilà, qui ont des parents que je vois régulièrement, et je suis persuadé que le papa de ces enfants est comme le petit patient que j'ai eu. Il est employé à la ville de Paris, ça doit être un emploi protégé, mais il est très bien, il n'y a aucun problème. Il a un emploi, il a des enfants, sa femme le bouscule un petit peu, et puis il s'en fiche, il va bien. Donc vous voyez, déjà, moi ce qui m'a interpellé, c'est, donc voilà, officiellement il a un déficit cognitif, hein, officiellement, mais alors d'abord, le mot déficit, il lui manque de quoi alors finalement au bout du compte? Premier point, et puis les neurosciences, d'accord, mais alors ça a à voir avec quoi, vous voyez? Alors je suis pas anti-neurosciences, pas du tout, je vous dirai à la fin le plus, le moins, et on verra rapidement le plus que peuvent apporter les neurosciences dans les problèmes de déficit cognitif, et c'est évident que ça apporte quelque chose. Mais pour ce patient-là, fondamentalement, moi ça me dérange. Voilà, ça me dérange d'avoir à qualifier ce patient comme ça. Bon, donc du coup, j'ai réfléchi à ça pour aujourd'hui, et du coup, je me suis demandé, mais alors au fond, pourquoi utilise-t-on les neurosciences pour ce type de situation clinique? Et pourquoi appelle-t-on ça un déficit? Et donc j'ai regardé, comme j'aime bien faire souvent, l'histoire du déficit cognitif et puis l'histoire des neurosciences, pour voir, parce qu'on arrive aujourd'hui avec des concepts, déficit cognitif, et d'ailleurs vous savez que c'est récent, avant on n'appelait ça pas ça comme ça, hein. Il y a eu débilité, retard mental, handicap mental, taratata, etc. Donc on arrive aujourd'hui avec un mot, ce mot il a une histoire, et d'où vient, quelle est cette histoire, et en général en voyant l'histoire on comprend pourquoi on en est arrivé là. Et puis pareil pour neurosciences, c'est nouveau neurosciences, hein. Il y a 20 ans, il y en a quelques-uns parmi vous qui exerçaient déjà, neurosciences c'était pas tellement le truc, hein, donc vous voyez, on met neurosciences et déficit cognitif, mais en fait c'est tout ça est un peu une histoire de mode. Donc ça vient d'où? Alors je commence par l'histoire du déficit. Il y a des livres en anglais sur l'histoire de cognitive déficit, etc., et qui sont pas mal faits. Alors je résume rapidement.
déjà, il faut se souvenir. Alors, il paraît que chez les Égyptiens, faisaient pas si mal que ça. Il y a peu de traces, mais il paraît que c'était pas si mal que ça. Bon, les Grecs et les Romains, quand même, vous savez qu'il y avait une petite culture d'infanticide. Sparte, bon. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, pour les Grecs, en fait, l'enfant, quand il naît, appartient à la communauté. Donc, il est apporté à la communauté et on décide si oui ou non il est digne d'appartenir à la communauté. Et alors, là, vous voyez, moi je trouve que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que on dirait, bon, on fait plus ça. On les tue plus. On les tue plus quand même exactement tout de suite. Voilà, on les tue plus exactement tout de suite. Alors c'est horrible ce que je dis. C'est horrible, bien sûr. Hein. Mais on est là pour prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, etc. Et on est entre nous. Donc il faut bien reconnaître que quand on fait une interruption thérapeutique de grossesse parce qu'on a dépisté une anomalie génétique en lien avec un retard mental, quelque part, il faut être honnête, c'est pas... On se moque de Sparte, mais moi je suis pour. Hein. Je suis pour à ça. Je ne suis pas contre. Mais il faut être honnête, c'est pas très différent. Alors les Romains, c'était pas la société, c'était le papa. Le papa, et on voit le narcissisme du papa, son enfant, etc. Son enfant qui doit être fort, quoi, hein, et avoir quelqu'un. Et donc on voit déjà que quand même, on n'est pas tout à fait comme dans la maladie. Il y a quand même quelque chose de celui qui est puissant et qui n'est pas puissant. Il y a ça infiltre déjà. Il y a 2500 ans, il y a déjà un petit peu ça. Alors après, il y a toute la période autour du Moyen-Âge, de la Renaissance et tout ça, où c'est la famille et l'Église. C'est un peu la charité. Voilà, c'est la charité, c'est-à-dire celui qui a un déficit, en fait, la société des humains, mais locale. La société s'en occupe. Donc l'Église, et alors il y a la famille, moi je rajouterais même le village, éventuellement, où certains d'entre vous ont entendu leurs grands-parents autrefois raconter le fils machin, etc. Il était dans les rues, et puis tout le monde, enfin, il venait dans les maisons, et puis on lui donnait à manger, et puis voilà, il était intégré. Comme on le voit dans notre culture. Hein. On le voit dans notre culture. Bon, ben voilà. Alors, il y a eu une rupture au XIXe siècle avec le passage de la charité au care. On s'occupe de façon proactive du sujet. Alors là, avec deux volants. Un qui est l'approche asilaire, alors qui est forcément très importante quand on habite ici, puisque c'est à côté, à Bicêtre, que les choses ont symboliquement un peu commencé. Et puis quelque chose, un élève de Pinel s'appelait Itard. Et Itard, c'est celui qui s'est occupé de l'enfant loup, c'est comme ça qu'on l'appelait, hein. L'enfant sauvage. Victor de l'Aveyron. Voilà, et on voit vraiment, là, on est dans quelque chose de différent. Vraiment, il y a une rupture, c'est que il a un déficit, à l'évidence, mais je peux être proactif par rapport à lui pour le hisser à la hauteur. Et puis, bon, le semi-échec thérapeutique. Donc là, on est vraiment, 19e siècle, sur quelque chose de positif. Et puis, curieusement, au 20e siècle, il y a eu des tensions. Il y a eu des tensions, c'est que ce courant a continué, mais en parallèle, il y a eu le darwinisme, Galton et Hitler. C'est-à-dire que là, c'est plus la charité ni le care, c'est l'élimination industrialisée des gens avec des déficits cognitifs. Hein. Donc on voit quand même cette tension historique entre le fait de s'en occuper, le fait de ne plus vouloir les voir, de les mettre à l'écart, de les éliminer. Alors il y a ça, et puis il y a l'émergence quand même d'un courant hyper important, qui est le courant métrologique. Je vous ai parlé du QI tout à l'heure, début du XXe siècle, c'est là qu'il y a en même temps Binet et Simon, et qu'il y a Spearman qui va développer l'analyse factorielle et les mesures de QI. Donc début du XXe siècle. Alors si je vous dis ça, c'est que c'est conceptuellement très important, parce que l'approche du psychométricien, en fait, Spearman conceptualise le retard mental, l'intelligence,
l'intelligence, mais avec l'idée quand même à l'époque qu'on s'intéresse au moins autant, même davantage à ce qu'il y a en moins que ce qu'il y a en plus. C'est qu'il constate que quand des enfants ont des notes élevées ou basses à l'école, en général, statistiquement, c'est des statistiques, c'est ça, c'est le début de la pensée statistique. Hein. Avant le XXe siècle, la pensée statistique, elle est très peu élaborée. Donc, statistiquement, toutes les notes sont élevées ou elles sont toutes basses. Statistiquement. C'est-à-dire les corrélations entre des notes à l'école sont positives. Alors, et donc, Spearman se dit, ben, si elles sont positives, c'est qu'il existe une cause commune. Voyez. Si elles évoluent dans le même sens, ça veut dire qu'elles ont une cause commune, et cette cause, c'est l'intelligence. Et donc, certains en ont beaucoup, d'autres en ont peu. Et il va développer un outil statistique très sophistiqué qui va mesurer cette possible cause commune qu'on apprend quand on est en faculté de psychologie, l'analyse en facteurs communs et spécifiques. Et c'est là-dessus que repose le QI. Sauf que là aussi, c'est un demi-succès. C'est qu'il y a une quête pendant tout le XXe siècle de ce facteur commun, et en fait, ce facteur commun n'existe pas. Hein? Il n'y a pas un QI, alors on est obligé de réduire ses aspirations. Ça ne sera pas l'intelligence. D'ailleurs, vous voyez, hein, ils ont quand même une honnêteté intellectuelle qui a noté. Hein, les échelles de Wechsler ne mesurent pas l'intelligence, elles mesurent le QI. Et normalement, le QI ne veut rien dire. Ce mot QI ne veut rien dire. Il ne veut rien dire. Ce n'est pas quotient de développement, puisque, vous savez, c'est normé 100 et l'écart type, c'est 15. Donc c'est une note abstraite. Hein, une note abstraite sur un QI que volontairement les auteurs n'ont pas dénommé avec un qualificatif qui veut dire quelque chose. C'était fait exprès. Mais naturellement, c'est tellement fort l'intelligence chez les êtres humains que aujourd'hui, dès qu'on dit QI, tout le monde entend intelligence. C'est râpé. C'est un drame clinique. Et donc, mais on sait bien que dans le QI, on n'a pas l'intelligence sociale, de créativité, etc. Et que du coup, il y a d'autres QI alternatifs, etc. Et que c'est multidimensionnel. Donc cette approche, quand même, cette approche psychométrique, elle structure beaucoup encore notre pensée de ce que l'on appelle le retard, le déficit ou le mental disability, etc. Il n'y a qu'à voir le succès des tests de QI sur Internet. Hein. Il y a des sites qui gagnent beaucoup d'argent parce que les gens se demandent est-ce que je suis bête ou est-ce que je suis intelligent. C'est vraiment quelque chose de très fort. Donc, début du XXe siècle, on a la poursuite de Itard, on a en même temps le mauvais côté qui est l'eugénisme, et puis on a le début de la pensée psychométrique. Et puis on a la deuxième partie du XXe siècle avec un mouvement de normalisation, de désinstitutionnalisation du retard mental, de normalisation, donc en fait, arrêtons de les mettre à l'écart et de dire qu'ils sont différents, ils sont comme nous, donc ça c'est encore un mouvement qui est très actuel, un mouvement de médicalisation très important et d'hygiénisme, c'est-à-dire c'est vrai que parmi les causes des retards mentaux, il y a des causes liées à la malnutrition et à des bas niveaux socio-économiques, à une exposition à un environnement délétère. Hein, le plomb, le problème d'iode, d'infection pendant la grossesse, d'alcool, l'alcoolisme fœtal. On ne s'en rend plus compte, nous, parce que on n'a plus, c'est devenu rare aujourd'hui en France, hein, mais on le voit à la prévalence de l'épilepsie infantile qu'il y a en France et en Afrique du Sud, par exemple. En Afrique du Sud, l'épilepsie infantile est un problème de santé drôlement important. Moi, je me demandais, mais pourquoi? Il me disait, mais parce que c'est l'alcoolisme fœtal. Ah, bon. Et oui, c'est-à-dire que, oui, il y a des problèmes néonataux qui ne sont pas encore réglés comme chez nous. Et puis la médicalisation autour des gènes dont je parlais tout à l'heure et sur lesquels on reviendra. Donc désinstitutionnalisation, médicalisation, et moi quelque chose qui m'interpelle, c'est l'errance terminologique, que je trouve assez touchante, parce que c'est pas grave, c'est que des mots. Hein. Mais c'est quand même bizarre, c'est quand même un symptôme qu'on n'arrive pas à qualifier ça. Hein.
Débilité, retard mental, handicap mental, déficience, déficit cognitif. Hein. On cherche sans arrêt un mot pour dire ce que c'est, et puis on tourne autour du pot, et voilà, je suis sûr que dans 10 ans, on aura encore un mot différent. Donc ça, c'est vraiment, quand on n'arrive pas à nommer les choses, c'est qu'il y a un problème derrière. Et donc on en arrive là. Alors, ça c'était l'histoire du déficit cognitif. L'histoire des neurosciences. Alors, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué que le déficit cognitif. Le déficit cognitif, en fait, on voit que, vous voyez, finalement, depuis les Grecs, on fait mieux. Mais on s'en occupait aussi au Moyen-Âge, etc. Alors que les neurosciences, il y a vraiment eu une rupture, on peut dire épistémologique, conceptuelle, énorme avec ce qu'il y avait du temps des Grecs. Juste, puisqu'on a un peu de temps par rapport à d'habitude. Non, mais c'est vrai, d'habitude, il faut être pressé quand. Non, c'est pas pressé. Non, c'est pour ça que je dis que c'est bien, oui. Je vais vous raconter. Alors, c'est pas le handicap, mais ça va vous donner une idée comment Hippocrate voyait la dépression. C'était il y a 2500 ans. C'est très instructif. On peut trouver tous les textes hippocratiques gratuitement sur Internet. Alors voilà ce qu'il dit. Souci, maladie difficile. Le malade semble avoir des viscères comme une épine qui le pique. L'anxiété le tourmente. Il fuit la lumière et les hommes. Il aime les ténèbres. Il est en proie à la crainte. La cloison phrénique fait saillie à l'extérieur. C'est le diaphragme. On lui fait mal quand on le touche. Il a peur. Il a des visions effrayantes, des songes affreux. Et parfois, il voit des morts. La maladie attaque d'ordinaire au printemps. Au malade, on fera boire l'ellébore. On purgera la tête. Et après la purgation de la tête, on donnera un médicament qui évacue par le bas. Ensuite, on prescrira le lait d'ânesse. Le malade usera de très peu d'aliments s'il n'est pas faible. Ces aliments seront froids, relâchants, rien d'âcre, rien de salé, rien d'huileux, rien de doux. Il ne se lavera pas à l'eau chaude. Il ne boira pas de vin, il s'en tiendra à l'eau. Sinon, son vin sera coupé. Point de gymnastique, point de promenade. Par ces moyens, la maladie se guérit avec le temps, mais si elle n'est pas soignée, elle finit avec la vie. C'est joli, ça, une dépression chronique. Hein. C'est très très beau. C'est très très beau parce que d'un côté, si vous voulez, on voit qu'il y a 2500 ans, ils voyaient les mêmes patients que nous. La description clinique est admirable. Hein, alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se demandent toujours est-ce que la dépression existe, est-ce que c'est différent des troubles anxieux, etc. Il y a 2500 ans, il fait un tableau clinique où il y a bien de l'anxiété, etc., de la noirceur, des ruminations, etc. C'est absolument admirable. Même la saisonnalité, ce qui quand même, il faut le faire sans épidémiologie, hein, voir qu'il y a une saisonnalité. Donc c'est admirable. Donc on voit qu'il n'y a pas besoin de neurosciences pour faire de la clinique. Alors après le traitement, bien sûr, alors on pourrait en discuter longtemps. Voilà. On pourrait en discuter longtemps. En tout cas, ça fait rire, c'est sûr. Ça n'est pas neuroscientifique, c'est sûr. Hein, c'est pas de la sérotonine et tout ça. Peut-être dans les lébores, remarque. Mais dans les lébores, on ne sait pas. Mais que c'est vrai que le lavement, alors j'allais dire le lavement, on ne sait pas, mais sauf qu'il y a le microbiote aujourd'hui, vous savez, hein, on dit qu'il y a dans l'intestin, il y a plein de trucs magiques, etc. Que même l'autisme serait lié à la flore bactérienne intestinale. Hein. Donc en fait, il faut faire gaffe quand on se moque de ce que racontent les gens, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une surprise un jour. En fait, ce qu'il faisait n'était pas complètement ridicule, mais au total, quand même, on voit l'humilité du médecin qui est, par ses moyens, la maladie se guérit avec le temps. C'est-à-dire qu'il dit que, bon... En gros, faut... Et ça, c'est fort, ça aussi. Alors, donc là, on n'est pas du tout dans une pensée neuroscientifique. Hein. On dit d'ailleurs que les épistémologues disent que c'est de la médecine métaphysique, parce que c'est pas le avant, il y avait un stade qui était religieux, c'est-à-dire c'était une punition divine. S'il a un déficit cognitif, comment... C'était Ruffo qui disait ça. Dieu l'a marqué. C'était ce qu'on disait dans les campagnes. Oh, lui, Dieu l'a marqué. Ah oui, c'est ça. Donc on voit, il y a quand même quelque part
autour des maladies et en particulier du retard mental, l'idée que Dieu aurait pu dire quelque chose. Donc quand même, chez Hippocrate, il n'y a plus Dieu, c'est fini, il n'y a pas Dieu, mais il y a des théories bizarroïdes pour nous, autour des maladies mentales. Et alors vous me direz, c'est pas le retard mental, mais en fait, Maïmonide, qui était un médecin beaucoup plus tard, hein, mais de pensée hippocratique, pour lui, le retard mental, c'était le cerveau trop humide. Donc vous voyez, c'est la même modalité de pensée que Hippocrate. C'est la théorie des humeurs. C'est pas religieux, c'est une espèce de construction métaphysique de ce qu'est la pensée, la maladie et tout ça. Alors, comment ça a évolué? Ça a évolué tout doucement, en ayant une approche positive. Et c'est là qu'on voit que les neurosciences commencent. Hein. Quel a été le début de l'approche positive? Ça a été la dissection. Mais la dissection, c'était interdit. Hein. C'était interdit. Et donc, c'est des médecins particuliers qui ont fait des dissections, en particulier du cerveau. Par exemple, Galien, le médecin romain, qui était le médecin des gladiateurs. Et donc, du coup, par moments, les gladiateurs avaient des coups d'épée terribles qui leur fendaient le crâne. Et donc, ils pouvaient voir à l'intérieur, sans avoir à toucher. Et c'est comme ça que, notamment, il a bien confirmé le fait que l'esprit était dans la tête et pas dans le cœur, parce que c'était une question qu'on se posait. Parce qu'un gladiateur, quand il prenait un coup sur la tête, parfois il y avait des séquelles cognitives, alors que quand on prenait un coup dans le cœur, où on en mourait, où il n'y avait pas de séquelles cognitives. Donc on voit, c'est une proto-pensée scientifique et qui va comme ça se développer sur 1500 ans, tout doucement. En 1500 ans, c'est énorme. C'est énorme, donc on a fait de plus en plus de dissections, on a inventé le microscope, on a regardé, etc. Et puis on arrive au 19e siècle, avec la consécration de cette approche qui est, en France, Claude Bernard, c'est-à-dire on sait qu'il y a des organes, et en plus on sait ce qu'ils font. Donc le foie fabrique du sucre en particulier, le poumon oxygène, le cœur fait circuler le sang, etc. Et donc le cerveau produit la pensée. C'est le début des neurosciences. Alors, vous me direz, pourquoi j'ai dit ça? Eh bien, parce que ça va structurer notre vision des maladies mentales et du retard mental ou du déficit cognitif, comme vous voulez l'appeler. Je prends juste un petit mot, c'est 5 lignes de ce que dit Claude Bernard et qui montre vraiment comment on voit poindre le mot déficit cognitif. Il y a évidemment quelque chose qui a été la cause de la mort chez le malade qui a succombé et qui ne s'est pas rencontré chez le malade qui a guéri. C'est ce quelque chose qu'il faut déterminer. Et alors on pourra agir sur ces phénomènes ou les reconnaître et les prévoir exactement. Alors seulement on aura atteint le déterminisme scientifique. C'est-à-dire que s'il y a un problème, il y a une cause qu'il faut trouver, qu'il faut déterminer, et alors en agissant sur la cause, on aura une résolution de l'effet. Donc c'est là que la pensée mécanistique médicale se met en œuvre. Et c'est là que vous voyez qu'on va glisser progressivement d'un sujet différent à un truc dysfonctionnant. Alors bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que la pensée de Claude Bernard a permis de sauver plein de vies. C'est-à-dire que c'est cette approche qui a permis de faire que la médecine moderne est arrivée et que du coup, on est bien soigné. Donc du coup, ça a eu un succès colossal. C'est-à-dire que cette vision déterministe a une empreinte, a une emprise sur la pensée médicale très forte, à tel point qu'à la faculté de médecine à côté, il y a des pneumologues, dermatologues, neurologues, etc. Il y a des spécialités d'organes. Et que la psychiatrie, elle est un peu à part. Il y a comme ça quelques exceptions. La psychiatrie, la gériatrie, la pédiatrie, etc. Où on est un peu, on est un peu délocalisé par rapport à cette pensée d'organes. Alors ça a eu comme conséquence qu'on s'est concentré sur le cerveau, et puis qu'il y a eu ce qu'on appelle une épiphénoménalisation de la pensée. C'est-à-dire que la pensée a disparu un peu du monde de la médecine.
Et que bien sûr, dans le problème du déficit cognitif, ça a une importance. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un sujet, même du temps d'Hippocrate, vous voyez, il y avait, et même avant, chez les chamans, hein, et c'était un sujet avec le cosmos, les humeurs, son corps, les organes, ils ne savaient pas trop parce qu'ils n'allaient pas à l'intérieur, mais ils savaient qu'ils existaient parce qu'on découpait les poulets et on les voyait bien. Donc tout était mélangé. Et en fait, la médecine s'est construite autour d'une mise à l'écart de tout ce qui n'est pas les organes. Et d'ailleurs, le corps est aussi mis à l'écart de la médecine. Hein. Il y a les organes en médecine. Le corps, c'est pas la médecine n'est pas très à l'aise avec le corps. Et donc, du coup, on met un pas dans le fait que le déficit, ou je ne sais pas, ce concept de retard, eh bien, ça ne va pas être un sujet qui est différent, ça va être un organe qui est déficient. Et ça n'est plus donc un problème de retard mental, puisque comme le mot mental est plus tellement d'actualité, c'est vraiment l'organe qui dysfonctionne, encore plus. Donc on a un changement de vision du sujet. Alors, quand même, avec une petite tension dans le monde de la psychiatrie, c'est qu'on a eu ça, qui est un courant dominant, mais on a eu juste après Claude Bernard et l'éclosion de la médecine d'organes, on a eu Freud et tout le courant psychanalytique, et les deux se sont développés en parallèle, et ce qui fait une tension dans le monde de la psychiatrie et dans le monde du handicap mental. On est dans une situation où il y a des tensions entre les écoles, au sein même de certaines équipes, les gens n'ont pas le même vocabulaire parce qu'on n'a pas un seul courant qui s'est développé, contrairement au reste de la médecine où on est dans une situation assez univoque. Alors en tout cas, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? C'est que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un problème d'errance terminologique. Un effet des neurosciences, un effet symbolique des neurosciences, ça a été de dire, comme la médecine maintenant c'est les organes, comme retard mental ou ce qu'on appelle comme ça c'est le cerveau, alors du coup, ce concept de retard mental, c'est les neurosciences qui se l'approprient, c'est le déficit cognitif. Déficit cognitif, ça veut dire déficit du traitement de l'information du cerveau. Ça veut dire l'organe dysfonctionne. Et puis voilà. Alors, avec un effet, bien sûr, que l'on voit immédiatement indésirable, c'est que, du coup, ça apparaît comme un discours de vérité. Ce qui est toujours un peu gênant en médecine et en psychiatrie en général. C'est que, par construction, comme notre médecine est une médecine d'organes, que la biologie et la théorie qui priment, eh bien, ce que je peux opérationnaliser à partir du discours biologique est un discours de vérité. Et donc du coup maintenant on dit déficit cognitif, et c'est vrai qu'en le disant on se sent bien plus sûr de soi qu'en disant retard mental. Et retard mental ça fait un peu, c'est un peu péjoratif, mais enfin déficit cognitif, Déficit, c'est pas... c'est quand même péjoratif aussi. Hein. Mais retard mental c'est flou, déficit cognitif ça fait savant, on a l'impression qu'on sait de quoi on parle. Hein. Alors qu'en fait c'est un élément de rhétorique. Hein. Bon alors... J'en arrive à un moment où, faisons le point, on en arrive là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors d'abord, il y a des choses qui sont bien. C'est-à-dire que les neurosciences, la perspective neuroscientifique, au sens large, a permis de, par certains endroits, d'y voir plus clair, et surtout d'améliorer les prises en charge. Alors moi je vois par exemple... les neurosciences cognitives ont permis, avec leurs outils très fins, de démembrer tout ce domaine qui est quand même terriblement hétérogène. Et depuis toujours, les cliniciens ont remarqué que c'était hétérogène, que les patients ne se ressemblaient pas. Puisque bien sûr, à l'époque, on mélangeait des pathologies génétiques, des pathologies non génétiques, des pathologies psychiatriques, de l'autisme, etc. Donc les cliniciens qui étaient fins voyaient que ce n'était pas pareil. Donc maintenant qu'on a des outils technologiques qui permettent d'approcher cette finesse, on a démembré un peu les retards mentaux, et avec des découvertes qui ont fait progresser le soin. Moi, par exemple, le déficit de l'attention. Le déficit de l'attention, quand il est massif, conduit à un déficit cognitif. C'est une évidence. Hein. C'est une évidence
un enfant qui a un déficit attentionnel massif, il ne veut pas se concentrer, il est en échec. Mais avec un niveau normal, il est en échec dès cours préparatoires. Et bien, il y a un traitement qui permet de le prendre en charge. Bon. Et ça, franchement, on peut discuter de méthylphénidate, etc. Ça ne me dérange pas d'en discuter. Il y a des excès, c'est un problème de société. Mais pour le pourcent d'enfants qui en ont besoin, c'est un véritable progrès thérapeutique. Pour les 9% qui n'en ont pas besoin, bien sûr, la question ne se pose pas de la même façon. C'est là que se situe le débat. Mais pour les véritables déficits, c'est un succès thérapeutique. Les dysphasies, parce qu'un enfant qui a une dysphasie sévère peut vraiment ressembler à un enfant qui a un retard global. Sauf que dans une dysphasie, il peut vraiment y avoir des rééducations qui permettent de stabiliser, enfin de remonter la pente et d'arriver à un fonctionnement quasi normal. Ça aussi, ça a été un véritable progrès. Alors après, il y a les étiologies génétiques. Alors d'un côté, avec des interruptions thérapeutiques de grossesse, bon, pour moi c'est un progrès aussi. Hein, c'est-à-dire que quand vous avez des parents qui ont un enfant avec un retard profond, que la maman est enceinte et que l'enfant qu'elle attend a aussi un retard mental profond, bon, je pense que c'est quand même bien pour tout le monde qu'il y ait une interruption thérapeutique et que l'enfant suivant, s'il n'a pas le retard, la famille ira mieux. Voilà. Donc je suis d'accord avec ce point de vue. On peut discuter, bien sûr, c'est un point de perspective morale, on peut discuter. L'autre intérêt de dépister les maladies génétiques, c'est que certaines, alors c'est rare, c'est quand même assez rare, c'est que certaines, vous savez, peuvent être en lien avec une alimentation, un enzyme que l'on n'a pas, qui fait que tel acide aminé n'est pas dégradé et qu'il est neurotoxique et que l'enfant a un retard à cause de ça. Et donc du coup, on va adapter le régime alimentaire et l'enfant n'aura pas la maladie. Alors ça, c'est sur les livres, hein. C'est dans les livres. En réalité, c'est plus compliqué que ça, c'est très difficile. Bien sûr, c'est un enfer, ces régimes sont un enfer. En réalité, c'est croisé. Mais enfin, il y a un progrès possible, ce qui fait que faire un bilan génétique quand on a en face de soi un patient avec un retard est quelque chose qui est utile. Et puis, bon, les neurosciences ont permis de consolider, d'asseoir les mesures hygiénistes. C'est-à-dire qu'on a montré qu'effectivement, un excès de plomb, ce n'est pas que statistique, l'effet sur le fonctionnement cognitif. On voit, si on fait de l'IRM fonctionnel, etc., on voit effectivement ça induit des altérations. Et donc, c'est quand même un des avantages des neurosciences, c'est que ça convainc. On voit des images, on montre des expériences scientifiques. Quand un professionnel de santé publique qui ne connaît pas la psychiatrie doit prendre une décision, quand c'est purement psychologique, on dit faut virer toutes les canalisations de plomb, etc. C'est pas bon pour les enfants. Et je dis, oui, mais bon, ça va coûter cher. Qu'est-ce qu'ils en savent? Alors c'est des statistiques, oui, bon, d'accord. Et si on dit regardez 10 enfants avec du plomb, 10 enfants sans plomb, regardez les images du cerveau, c'est pas les mêmes. Alors ça marque, Et donc on convainc. Bon il faut si on peut faire du bien aux enfants, tous les coups sont permis. Hein. Voilà. Donc on peut se servir des neurosciences pour convaincre les politiques et les acteurs de santé publique qu'il y a des choses à faire qui améliorent la santé. Donc ça, c'est les points positifs et donc vous les voyez, ils sont réels. Alors les points négatifs existent. Le point fondamental, bien sûr, c'est que la pensée neuroscientifique étiquette le problème en lien avec le retard comme un déficit. Et là, le problème, c'est que, alors bien sûr, c'est hyper stigmatisant, mais que jusqu'à quel point c'est vrai. Là, je reviens avec mon patient de tout à l'heure. Alors, vous voyez, de le résumer par le mot déficit cognitif, là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, c'est que ça ne correspond pas à la réalité de ce qu'il est. Et c'est pas de la bien-pensance. Hein. C'est pas de la bien-pensance à 3 balles en disant il est gentil, il est comme tout le monde, on est tous pareils, etc. Mais en fait, au fond de soi, on n'en pense pas au début du commencement. C'est pas vrai. On ne peut pas dire qu'il a un déficit. Par certains aspects, il est bien plus profond que d'autres enfants du même âge. Bon, alors, du coup, là, il y a un souci.
Alors, c'est un souci de fond, c'est quand même un souci qui va contre un courant qui était fort, qui était un courant de normalisation, et qui avait quand même été développé depuis le milieu du 19e siècle. Bon, alors si on a fait des progrès pendant 150 ans et qu'il y a une notion scientifique qui perdure, qui arrive et qui va un peu à contrario, c'est moyennement intéressant. Que ça résonne avec notre société de la performance. C'est que on est, bon, c'est une vulgate sociologique hein, de dire que on est dans une société où il faut être performant. De là d'ailleurs sûrement les 9 enfants sur 10 qui prennent du méthylphénidate et qui n'ont pas de retard, hein, c'est sûrement pour ça. Hein. Et encore une fois, c'est un sujet très compliqué et c'est difficile d'avoir un discours caricatural. Hein. Mais enfin, moi je pense que à l'évidence, bon, il y a une pression scolaire qui est plus importante aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Je pense que c'est aussi, quand on voit comment les choses se passent, le choix des écoles, etc., ça n'est pas une révolution, mais enfin, ça va quand même vers plus de performance. Et bien entendu, dans ce cadre-là, il y a une glorification de la performance et donc du coup, une stigmatisation du moins performant. Donc le fait de dire dans ce contexte qu'il y a un déficit, ça fait un stigmate au carré. C'est vraiment quelque chose qui est pris, qui est extrêmement dévalorisant. Alors, quand on regarde à la loupe, curieusement, c'est plus compliqué que ça. Et c'est ça qui fait que notre société est quand même bizarre. Parce que regardez aujourd'hui ce qui se passe avec l'autisme. Pas l'autisme sévère, avec sans langage, etc. Hein. L'autisme qu'on appelait plus ou moins Asperger avant, etc. Quelque part, on ne peut pas dire le contraire, qu'il y a un déficit cognitif dans l'autisme. Il y a un déficit des cognitions sociales. C'est quand même pas révolutionnaire de dire ça. Hein. Donc c'est un déficit cognitif. Mais, regardez dans les séries télévisées et tout ça, il y a une tendance à la valorisation des autistes de haut niveau. Et Bones, hein, la série grisonne dans les experts à Las Vegas, etc. Ils ont des syndromes d'Asperger. Hein, j'ai pas regardé. Elementary, Elementary. C'est comment il s'appelle Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, bien sûr, Sherlock Holmes, tout à fait. Mais un peu toxico en plus. Toxico en plus. Bon, il y en a d'autres, mais... Tu as aussi les déficitaires dans les téléréalités, hein, parce que oui, bon. à l'autre côté... hein. C'est ce que je pensais à Dexter. Je pensais à Dexter, mais c'est plus compliqué. Mais il y a des éléments comme ça. Il y a plus de trauma infantile. Le trauma infantile. Il y a Après, trauma il y a infantile. Dr House, lui aussi, c'est compliqué, il est pervers. Bref, en tout cas, vous voyez, les séries télévisées sont infiltrées de sujets, mais alors, qui sont hétérogènes. C'est ça qui est incroyable, c'est que notre société recherche des profils hyper hétérogènes de fonctionnement cognitif, avec des gens qui sont très forts dans certains domaines, et c'est pas grave alors qu'ils ont un déficit dans d'autres domaines, pourvu qu'ils soient très forts dans un domaine. Et alors du coup, ce qui est diabolique, c'est que, alors on va dire, oui, ben alors d'accord, mais alors les retards mentaux, ils sont déficitaires partout. Et donc du coup, oui, c'est pour ça qu'ils sont stigmatisés. Sauf que c'est pas vrai. Pourquoi? Mais parce qu'on mesure pas tout. On mesure pas tout. Alors, je veux bien qu'il y ait des patients qui ont des maladies liées à des problèmes métaboliques et que leur cerveau a été abîmé in utero et pendant les premières années de vie, et ils ont des déficits homogènes, bien sûr, et que ça existe, hein, je ne dis pas le contraire, hein, c'est bien sûr. Mais il y a beaucoup d'enfants qui ont un déficit cognitif, mais qui ont des secteurs de non-fonctionnement qui sont subnormaux, qui sont... mais on a du mal à mesurer certains domaines du fonctionnement cognitif, et donc du coup on ne va pas le dire pour eux, quoi. Donc ça c'est quand même une limite interne aux neurosciences, c'est que quand même, il faut être honnête, les neurosciences ne s'intéressent pas de la même façon à toutes les facettes du fonctionnement psychique. Alors,
il y a un autre point, c'est que on parle de déficit cognitif. Alors, on va dire oui, les neurosciences pointent le déficit, c'est en résonance avec la société, parce que la société veut des gens performants, et donc quand on a un déficit cognitif, on n'est pas performant, donc voilà, c'est une question de société. Sauf que, regardez plus dans le détail, il y a des gens très forts qui quand même passent tout leur temps à empêcher les autres de faire des choses. Et donc, en termes de performance sociétale, quand même, C'est moyen, quoi. eh bien oui, c'est ça, c'est que Pervers on narcissique. valorise la performance individuelle, mais en réalité, c'est compliqué, on est dans une société, c'est la performance, moi je veux bien qu'on demande la performance, mais au moins que l'on reconnaisse que ce sont la performance du groupe. Or, un groupe performant, c'est beaucoup plus compliqué qu'une somme d'individus performants. Ça, c'est sûr. Ça, c'est- Et je trouve que la valorisation des individus performants qu'on fait aujourd'hui ne va pas tellement dans le sens d'une valorisation d'une intelligence collective, quoi. Or, les neurosciences ne pensent pas le groupe. Elles ne pensent que le sujet. C'est aussi un des inconvénients. Alors, un autre point où les neurosciences sont un peu en porte-à-faux, c'est qu'elles sont un peu perpendiculaires à la notion moderne de handicap. Hein, vous savez, l'approche moderne du handicap, c'est l'inadéquation entre l'homme et la société. Ce qui, pour le handicap psychique, n'est pas pire que pour le handicap non psychique. Hein. C'est que c'est vrai que pas mal de personnes avec un handicap psychique ont en fait, ne serait-ce que les enfants qui ont un déficit attentionnel ou une hyperactivité, c'est une inadéquation entre le système scolaire classique et leur fonctionnement psychique. Hein. On peut, d'ailleurs on le fait, hein, quand parfois on change d'école avec des écoles Montessori, etc., ça peut aller mieux. Hein. Donc on voit de fait que cette question d'inadéquation se pose. Or, là, bien sûr, la vision neuroscientifique n'est pas une vision sociologique. Elle ne peut pas pointer du doigt le fait que c'est aussi une mise en tension entre le sujet et la société. Alors donc, je vais conclure là-dessus. Donc, les neurosciences et déficit cognitif, premier point, on voit quand même que tout ça n'est que l'issue de développements historiques très compliqués et que ce n'est qu'un épisode de cette histoire et qu'il y en aura d'autres, et que je suis sûr que dans 10 ans, c'est pas dans 100 ans, hein, dans 10 ans on ne parlera pas de déficit cognitif de la même façon, on le voit déjà, hein, on voit déjà le mot neurodiversité. Et si les instruments qui évaluent le fonctionnement cognitif s'améliorent, je suis sûr que les questions de déficit cognitif vont complètement exploser et qu'on aura des profils de neurodiversité. Et je trouve d'ailleurs que le concept est plutôt intéressant. Donc premier point, donc nous ne sommes qu'à un épisode de cette histoire. Deuxième point, oui, les neurosciences, oui, l'approche ultra positive de la médecine a eu son lot de progrès dans le domaine du retard mental, avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est incontestable. On fait mieux qu'il y a 30 ans, je crois qu'il n'y a aucun doute. Et ça, en partie, grâce aux neurosciences et à la médecine positive. Mais néanmoins, il y a des effets indésirables qu'il faut savoir reconnaître. Alors bien sûr, c'est moins élégant, c'est pas moléculaire, c'est des choses plus en lien avec la société, avec des considérations plus politiques, plus éthiques, mais elles n'en sont pas moins fondamentales, et elles ont un impact dans la pratique clinique qui est considérable. Et c'est là, il y a un élément très important, c'est sur la formation des jeunes médecins, des jeunes psychologues, des jeunes soignants, c'est que si l'on ne rappelle pas ces éléments très importants, ça ne va pas être... ils ne vont pas s'en ressaisir dans leur pratique. Or, pour discuter avec des parents, il faut avoir ça avec soi. Hein. Il faut pouvoir parler de l'environnement, de tout. Un retard mental isolé, c'est tout maigre. Hein. Il faut mettre tout ça en perspective. C'est pas du baratin, c'est vraiment utile pour le soin. 4. Les neurosciences ont un peu tendance à présenter du coup le soin, la prise en charge du retard mental comme de la charité. Hein. Puisque en fait, si c'est du déficit, alors ils sont moins utiles à la société, mais on s'en occupe quand même. Mais on s'en occupe, c'est de la charité, puisqu'ils ne rendent pas service. Et la charité,
c'est pas toujours l'idéal pour les gens quand même. Ça c'est bien, c'est mieux que de ne pas s'en occuper. Donc la charité, c'est un premier pas, mais vous savez, enfin, toutes les associations de patients sont très claires là-dessus. C'est pas vraiment ça qu'on veut quand on a une maladie chronique, on veut être considéré comme quelqu'un. Et le dernier point, c'est il y a à réfléchir aussi autour de jusqu'où le paradigme neuroscientifique est-il pertinent ou pas pertinent. Puisqu'il est mis en tension par la notion de retard mental, eh bien, il faut apprendre à avoir les limites. Et on en a discuté ici il y a quelques semaines. Je crois que derrière le paradigme des neurosciences cognitives, il y a le postulat que le sujet pensant est en lien direct avec son cerveau et peut donc être résumé comme un système traitant de l'information, qui est un postulat très fort, qui est quand même assez séduisant. Si on est... En tout cas, il n'est pas facile à prendre en défaut, hein, mais on peut le prendre en défaut. Mais ça sera une autre histoire. Merci pour votre attention.